bonjour à tous. Alors oui, effectivement, je vais vous parler des difficultés de mobilité économique, physique, cognitive qu'on peut rencontrer plutôt dans les zones peu denses, voire même les zones rurales. Alors hors Île-de-France, on n'a pas travaillé sur l'Île-de-France. C'est un travail qu'on a mené notamment avec Marie-Hélène Massot dans le courant de l'année dernière. Donc je ne vais pas rebrosser tout le portrait, les constats, les enjeux sur la vulnérabilité. Ils ont déjà été largement dressés. Simplement revenir sur les questions qu'on s'est posées et la manière dont on a travaillé pour essayer de faire émerger des solutions. Donc les questions, elles sont toutes simples. Alors je suis désolée, ça a bougé un petit peu, mais c'était la première, finalement, comment anticiper les vulnérabilités personnelles des individus et celles des territoires, puisque dans ces questions de vulnérabilité, il y a évidemment des enjeux de cohésion sociale, mais aussi des enjeux d'attractivité et de dynamisme territorial. Et puis, finalement, comment permettre à tous, dans ces territoires-là en particulier, d'accéder aux aménités, à un emploi, à des loisirs, à de la culture, à des soins de santé, etc., dans un contexte économique qui, tout le monde le sait, est de plus en plus contraint, quels que soient les acteurs, finalement, les habitants, les collectivités locales et les opérateurs de transport, évidemment. Donc, pour essayer d'apporter des réponses, on a mis en place une démarche de prospective du présent avec tout un ensemble d'acteurs sur le territoire bourguignon. On a rassemblé environ 70 personnes de tous bords confondus, des élus, des techniciens de la mobilité, des transports, de l'action sociale, de l'aménagement, des associations, des chercheurs, des entreprises, afin d'avoir un panel assez large qui nous permettait d'appréhender cette question-là dans toutes ses dimensions. On était sur un processus d'innovation ouverte et collaborative avec une partie de la journée qui s'organise en atelier de créativité où on met tout le monde autour de la table, réunis en petits groupes pour essayer d'imaginer ensemble des solutions. L'objectif étant évidemment de comprendre ces difficultés-là, de sensibiliser, ce qui n'est pas toujours le cas au niveau des acteurs locaux, et puis d'essayer d'imaginer ensemble des pistes de solutions. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que comme on est tous ensemble autour d'une même table, indépendamment des métiers, des expertises des uns et des autres, des bords politiques, on peut avoir un diagnostic et une prise de conscience qui sont partagés. On peut mettre en relation des expériences des uns et des autres. On travaille aussi à partir de personnages qui sont construits en amont, donc ça permet de créer une empathie et d'imaginer finalement la vie des uns et des autres sur ces territoires pour imaginer des solutions. Ça nous permet d'identifier assez rapidement finalement les freins et les leviers auxquels on va être confronté pour mettre en place des solutions. Ça nous permet d'embarquer avec nous assez vite les acteurs et de repérer des territoires qui pourraient être ensuite des terrains d'expérimentation, puisque évidemment l'objectif de ce travail-là, c'est d'identifier le problème évidemment, d'imaginer les réponses et surtout de les expérimenter pour qu'elles soient durables au quotidien sur les territoires. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur la Bourgogne, il y avait déjà des réponses qui existaient, alors qui n'ont pas nécessairement été au départ pensées pour répondre nécessairement à la vulnérabilité, quelques-unes d'entre elles, mais pas toutes. Mais en tout cas, elles pouvaient, pour une partie, y répondre. Il y a d'abord eu un diagnostic qui a été fait, le fameux TE, dont parlait Audrey Berry tout à l'heure. C'est en Bourgogne, je crois, que pour la première fois, il a été calculé en 2007 par la carte que vous avez, c'est une carte mise à jour par le CT2. Et ensuite, en termes de solutions, quel que soit le type de solution, finalement, d'information, de mobilité, d'accompagnement, il y a pas mal de choses qui existent déjà et qui apportent des réponses. On a notamment une centrale de mobilité qui est Mobigo, qui finalement recense l'information présente sur la mobilité sur l'ensemble du territoire, permet de faire des calculs d'itinéraire. Alors, qui fonctionne plus ou moins bien, d'exister. Il y a des services de mobilité adaptés, notamment pour les horaires décalés, les personnes qui travaillent en poste, notamment au niveau de la communauté de communes du Sénonais, autour de Sens, avec d'une part le réseau régulier, le réseau urbain régulier qui est plutôt adapté pour des zones peu denses et des territoires ruraux, avec un service à la demande, un transport
Et puis, le service Zi+, qui est aussi un service de transport à la demande, mais qui a vraiment été développé pour permettre aux personnes qui travaillent en 3-8 ou en 2-8 d'avoir une solution de mobilité alternative à la voiture dans des zones d'emploi qui sont situées en périphérie. Il y a aussi pas mal de ce qu'on appelle les plateformes de mobilité qui sont de plus en plus développées, qui ont plutôt un caractère social, on va dire, d'accompagnement des personnes déjà en situation de précarité, qui permet de donner de l'information, de proposer des sessions d'apprentissage, de formation à la mobilité, de pouvoir passer son permis de conduire, de pouvoir louer un véhicule motorisé ou non à des tarifs très réduits. Il y a une quinzaine de plateformes de ce type-là qui existent sur la Bourgogne et qui aujourd'hui sont fédérées en une association unique. Et puis enfin, on a repéré des services un petit peu nouveaux qui se développent autour de l'itinérance. Il y a une épicerie sociale qui existait, enfin plusieurs épiceries sociales qui existaient en Bourgogne, notamment à Chalon-sur-Saône. Et les personnes en charge de cette instance-là se sont rendues compte que finalement, elles n'arrivaient pas à toucher l'ensemble des populations qui pourraient avoir besoin de leur accompagnement au quotidien. Et elles ont décidé en 2005 de prévoir l'itinérance de cette épicerie. Et donc, elles ont acheté un bus du réseau de local qu'elles ont réaménagé pour rendre cette épicerie itinérante et livrer finalement leur service à l'ensemble de la population. Parce que ces populations-là ne pouvaient pas venir physiquement aux antennes locales de l'épicerie. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples qui existent déjà et qui peuvent apporter des réponses intéressantes. De notre côté, les réponses qui sont issues du travail qu'on a mené avec les acteurs du territoire lors de notre fameuse séance d'atelier nous ont permis d'identifier un ensemble de solutions. Alors, vous le verrez, il n'y a rien de très novateur. C'est des solutions qui, en fait, existent déjà, mais qu'on doit retravailler pour qu'elles apportent des solutions intéressantes pour les territoires ruraux et les territoires peu denses, parce qu'évidemment, elles ne peuvent pas fonctionner comme elles fonctionnent en milieu urbain. Donc, on a des solutions qui sont apparues, évidemment des solutions de mobilité, donc des véhicules sobres en énergie, les modes partagés, évidemment, le covoiturage, l'autopartage, mais sous des formes un petit peu revisitées par rapport au milieu urbain. Essayer d'augmenter aussi la couverture spatiale du transport public tel qu'il existe aujourd'hui pour essayer de toucher des populations qui aujourd'hui ne peuvent pas l'utiliser. Typiquement, aujourd'hui, notamment dans les zones périurbaines, on a du transport scolaire qui circule au quotidien et il est le plus fréquemment ouvert seulement aux scolaires. Ben, pourquoi ne pas l'ouvrir aussi à d'autres personnes pour lesquelles ça pourrait apporter des solutions ? On pourrait aussi essayer de redistribuer des moyens pour servir de nouveaux horaires, adapter les moyens qu'on propose. Ensuite, il y a des solutions qui tournent évidemment autour de l'accompagnement de la vulnérabilité et des difficultés, avec des diagnostics, de la formation, j'en ai déjà parlé, de l'information, du conseil, des actions qui pourraient toucher autour de l'environnement de vie des personnes finalement. Est-ce qu'on peut les accompagner dans des déménagements qui faciliteraient le quotidien, un changement d'emploi qui les rapprocherait de leur domicile, des changements de mode de vie, de mode de consommation pour essayer de les amener vers des nouveaux comportements de mobilité. Et puis, évidemment, les services de proximité, donc l'itinérance. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de services itinérants qui renaissent au niveau des services publics, mais pas que, des services privés aussi, des épiceries, des coiffeurs, des bibliothèques itinérantes. Donc, on peut aussi s'appuyer là-dessus, au service, quelque part, de moins de mobilité, de l'immobilité. Et puis, créer des espaces de service et de convivialité, finalement des points un peu multiservices dans ces territoires aujourd'hui qui ont perdu des commerces et des services publics. Ce dont on s'est rendu compte aussi en échangeant avec les acteurs autour de la table, c'est que pour pouvoir mettre en place des solutions sur ces territoires-là, il y avait quelque part des préalables. J'en ai cité quelques-uns, il y en a certainement d'autres, mais évidemment, une attention particulière à la personne. Aujourd'hui, on ne peut plus raisonner simplement en disant on va mettre des moyens, ça ne fonctionne plus. Il faut absolument qu'on parte des besoins, des environnements de vie, des contextes individuels et collectifs aussi, des capacités que les personnes peuvent activer ou pas autour d'elles pour pouvoir avoir accès à la mobilité et à tout ce qu'elle offre ensuite. Une implication nécessaire des habitants sur les territoires et pas que, en fait, de tous les acteurs qui peuvent être
acteur et moteur dans les solutions qu'on va imaginer, parce qu'aujourd'hui, évidemment, le contexte financier étant celui qu'il est, on est obligé de faire mieux avec moins, et finalement, c'est en mobilisant toutes les compétences et tous les acteurs sur un territoire qu'on peut peut-être arriver à proposer des solutions. Et puis, une mutualisation des ressources financières, logistiques, humaines, qu'elles soient privées ou individuelles, parce que c'est en mutualisant qu'on va arriver à faire émerger des solutions, à optimiser des choses qui existent déjà et apporter des réponses aux habitants sur ces territoires. Et enfin, à travers l'analyse finalement des discours qu'on a pu avoir, des échanges qu'on a pu avoir autour de la table, ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, une évolution dans la représentation de la mobilité, dans la conception de l'offre de mobilité qu'on pouvait faire et finalement dans la manière de penser et de concevoir l'action publique et la politique publique de mobilité. Alors, en termes de solutions un peu plus concrètes, sans tout dévoiler non plus, vous le comprendrez, on est en train de réfléchir, enfin on devrait bientôt pouvoir qui tourne autour finalement du partage et de la valorisation des potentiels de mobilité sur les territoires. Parce qu'évidemment, ce dont on se rend compte, c'est qu'au quotidien, sur ces territoires, même s'ils sont peu denses, on a un ensemble de véhicules qui circulent au quotidien, qui sont incalculables, avec évidemment des places vides. On a aussi des véhicules qui sont là et qui ne sont pas utilisés, ceux des habitants, ceux des entreprises, ceux des collectivités locales. On a aussi des gens qui ont du temps, des associations, des bénévoles, ou même des personnes simplement qui ont envie de donner un petit peu de temps à d'autres personnes. Et on se dit que finalement, en essayant d'agréger tous ces potentiels, ça constitue autant d'offres qu'on pourrait valoriser et mobiliser pour proposer des solutions de mobilité sur ces territoires. Alors, dans l'idéal, ça serait une grosse plateforme, Internet ou pas, mais en tout cas qui agrégerait des offres et des demandes et qui permettrait de faire se rencontrer ces offres et ces demandes et qui apporterait des solutions de mobilité aux habitants. Donc c'est évidemment du covoiturage, de l'autopartage, entre particuliers ou à partir des véhicules des entreprises ou des collectivités, faire participer des bénévoles d'associations, nous-mêmes en tant qu'opérateurs mettre à disposition des petits véhicules qui peuvent être conduits sans un permis de car ou de bus, à disposition d'une communauté d'habitants, pourquoi pas, qui ensuite s'organiseraient entre elles. Les difficultés dans ces scénarios-là, c'est que, à la fois en tant qu'opérateur de transport public, vous l'imaginez bien, pas commun d'imaginer des solutions de ce type-là. Certains répondront, c'est pas notre métier. C'est de faire rouler des bus. On est encore dans un métier d'industrie lourde. Donc, il faut arriver à faire changer les cultures. Il y a un problème, évidemment, de modèle économique aussi. Madame Tilloy le rappelait, le covoiturage de proximité, aujourd'hui, n'a pas trouvé son modèle économique. On est sur des trajets qui vont être de 10-12 km, donc ça va rapporter au conducteur moins d'€1, évidemment, si on prend les barèmes de calcul qu'on a dans le covoiturage longue distance. Donc, quel intérêt ça peut avoir pour un conducteur, finalement, de proposer un trajet en covoiturage à une autre personne, au-delà de la bienveillance et d'aider son prochain. Il faut arriver à trouver les bons modèles, les incitations qui vont faire en sorte que ces personnes-là vont avoir envie de participer à un système de mobilité collaborative et solidaire sur ces territoires. Et puis évidemment, au niveau des territoires eux-mêmes, il faut arriver à fédérer des acteurs qui aujourd'hui n'avaient pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble dans des modèles d'organisation et de financement qui sont encore... Ça, c'est pas toujours évident. Quand on est en atelier de créativité autour d'une table, même s'il y a des points négatifs, en général, les gens jouent le jeu et on arrive à construire des solutions ensemble. C'est autre chose d'arriver à les mettre en place ensuite sur les territoires. Un autre axe sur lequel on travaille, je l'évoquais tout à l'heure avec l'épicerie sociale et solidaire itinérante, c'est évidemment de profiter de ces véhicules qui circulent sur les territoires, notamment les nôtres. Nous, sur les territoires peu denses, périurbains, souvent du transport à la demande. Très bien, c'est moins coûteux que de faire rouler un autobus qui va être rempli d'une dizaine de personnes, voire moins. Mais ça reste quand même coûteux parce qu'au final, ça revient souvent à être finalement un service de taxi. Un minibus, 9 personnes pour une personne finalement. Donc ça a quand même un coût, même si le coût est inférieur à un coût.
Donc l'idée, ce serait d'une part d'arriver à optimiser un petit peu plus ces services-là et pourquoi pas de mixer finalement des déplacements d'individus et des déplacements d'autres choses. Et pourquoi ne pas arriver à recréer de la proximité en apportant par exemple des livraisons de courses du quotidien sur des territoires où, je le disais tout à l'heure, les commerces ont un petit peu déserté. Voilà. Et puis, juste pour terminer, ce que j'évoquais déjà un petit peu, c'est que finalement, dans cette réflexion, dans cette approche, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des changements induits et nécessaires, évidemment, dans la manière de penser et de faire l'action publique, de penser la mobilité. Aujourd'hui, c'était déjà le cas il y a quelques années, mais peut-être encore plus fortement. La mobilité, ce n'est pas qu'une question de transport, évidemment, c'est une question de besoin, d'accès. Et on ne peut pas raisonner simplement en disant on va apporter des moyens supplémentaires qui sont aujourd'hui extrêmement coûteux. On n'a plus les moyens de le faire et de toute façon, ça ne ferait que surenchérir ce qu'on a déjà fait il y a plusieurs années. On est devant un principe général de responsabilisation de tous les acteurs, finalement, par rapport au devenir des territoires et des habitants, au centre duquel il y a peut-être évidemment un peu plus l'habitant en tant qu'acteur et faiseur de solutions, participant, pour essayer d'imaginer ces fameuses nouvelles solutions de mobilité qui ne sont pas tout à fait nouvelles, mais qui sont plutôt une hybridation de tout ce qu'on peut déjà voir se construire autour de nous avec l'économie du partage, l'économie collaborative. Donc des offres hybrides en termes de solutions, des offres hybrides au niveau des acteurs qu'on va mobiliser et évidemment au niveau des modèles d'organisation et de financement qui sont évidents.